Bienvenue au Polysecure épisode PME. Je suis avec mon quatuor de feu, pas de faux, mais de faux. Ah, c'est drôle. Alex, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Alex, Dominique, Nicolas et Cindy, comment vous allez? Super bien. Et toi? Deuxième acte. On a vu la préparation. Maintenant, on voit, on est dans l'eau bouillante ou dans l'eau tiède, tout dépendant, mais bouillante est probablement beaucoup plus urgent d'en sortir. Donc, Alex, je te passe la parole. On constate, on a vu la dernière fois justement la préparation et l'importance de la préparation. Là. Quand on est dans la crise, en fait, on va simplement appliquer ce que l'on a fait avant. Et l'intérêt, c'est que ça enlève la charge émotionnelle, la charge qu'on a sur les épaules, sur le fait d'arriver dans un monde inconnu. Donc ça, on a deux types en fait d'organisations, celles qui sont préparées et généralement elles survivent quand même pas mal. C'est compliqué, mais elles survivent assez facilement. Celles qui ne sont pas préparées et qui se retrouvent comme des lapins devant des phares là, et puis il y a un effet blackout pour la personne qui se bloque. Ça me rappelle vite fait là, et puis je parle vite parce qu'on est contraint dans le temps là. J'avais lu un article sur une société qui était en Bretagne et en fait le gars il a perdu sa société parce que tout simplement il a attendu pendant 24 heures suite à une cyberattaque. Il est rentré dans la salle, tout était éteint, enfin c'était le bordel là. Et en fait pendant 24 heures il ne savait pas quoi faire. 24 heures dans une cyberattaque, on s'entend que c'est excessivement long là. Et 72 heures après sa boîte s'était terminée, ça s'est arrêté là. Et anecdote, ce pauvre gars, en plus de ça, a eu un redressement du fisc français, c'était en France, du fisc français quelques mois après. Donc il a eu la totale là. Il s'est pas suicidé là, mais en tout cas il a tout perdu par rapport à ça. Donc ça, cette notion de préparation, ce choc brutal que l'on a là, quand on est préparé avant, on le vit beaucoup plus facilement après. Mais même préparer, on s'entend que tu peux préparer tes actions, mais on peut vraiment préparer comment les gens vont gérer. Même on pense qu'on est prêt, nous, on peut réagir très différemment face à la crise, ou alors nos employés, notre équipe peuvent vraiment justement devenir très émotifs. Peut-on vraiment se préparer à ça? Puis si on c'était juste prendre un step back, là, j'essayais de commencer à lister l'ensemble des parties prenantes. Tu sais que mettons que tu es président de ton entreprise, tu es en charge. Il faut que tu commences par te gérer toi-même. Fait que ça, je te dirais que c'est quand même dans les premiers steps. Il va falloir que tu gères en général tes communications. Tu as un payroll, c'est-à-dire tes employés. Peut-être des médias, pas toujours. Peut-être des médias. Peut-être des médias. T'as des fournisseurs, fait que t'as probablement des commandes, des livraisons, des trucs comme ça. T'as aussi des clients à qui faut que tu livres, tout ça. Et puis là, j'en passe là, parce que j'ai comme fait cette liste-là en 2 secondes pendant que vous parliez. Mais juste pour donner aux gens un certain step back sur l'ampleur de la situation puis de l'ensemble des décisions qui devront être prises dans les prochaines minutes / heures. Donc là, je te laisserai, Alex. Sur ça, là, je vous parlais de la carte réflexe la dernière fois, là. Sur la carte réflexe qu'on fait, la première des choses qui est marquée en haut, là, hormis la personne à qui appartient la carte réflexe, c'est prends une grande respiration. Prends une grande respiration. De toute façon, tu es déjà dans la merde. Donc, c'est trop tard, là, tout est tombé, etc. Tu es déjà dans la merde. Donc, prends une bonne respiration parce que toi, en tant que PDG ou président de la boîte, là, tout va s'appuyer sur tes épaules. D'accord? Ensuite de ça, la liste que tu as donnée, c'est très intéressant parce que on est sur des cercles concentriques. Et ce que j'ai tendance à dire, c'est regarde déjà ton nombril. D'accord? Parce que si toi, t'es pas en état, là, autant te dire que les cercles concentriques extérieurs, ça va être sérieusement le bordel. Donc, regarde-toi, là, sécurise-toi, là, parce que ensuite de ça, il va falloir que tu gères ton cercle N-1, là. Les communications, elles vont arriver un petit peu plus tard. Ton cercle N-1, tes sous-directeurs, etc. Eux, il va falloir pouvoir bien les récupérer, les manager, les gérer pour que eux, ensuite de ça, par effet de bord, hein, ça redescende, en fait, dans les équipes. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Assez rapidement, quand tu as cadré ça, là, quand il t'arrive ce genre de choses-là, hormis le choc que tu as, que ton entreprise est arrêtée, etc., là, une fois que tu as cadré ça, tu vas arriver assez rapidement sur l'état des lieux de qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on en est là, et qu'est-ce qu'on peut faire. On sait ce qu'on a perdu là, mais on n'a pas tout perdu. Donc, il y a une phase de réflexion sur qu'est-ce qui reste encore opérationnel. Plus ou moins opérationnel, mais en tout cas, il y a encore des choses. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Donc, il va falloir gérer ce qui ne fonctionne plus là et gérer ce qui fonctionne encore. Ensuite de ça, il va falloir regarder, tu disais, les employés.
Oui, les employés, il va falloir les regarder très très rapidement. Et ça, tu vas t'appuyer sur tes N-1 pour pouvoir gérer l'aspect employé. Assez rapidement, il y a le volet communication. Quelles sont les communications que je fais au niveau des employés pour les rassurer? Parce que eux, d'un instant à l'autre, ils se retrouvent avec des écrans noirs ou parfois des écrans avec des messages qui disent vous êtes cyberattaqué, ce qui est encore plus dramatique. Donc, comment est-ce qu'on les gère par rapport à ça? Donc, communication vis-à-vis de ça des employés. Ensuite de ça, assez rapidement, mes employés, est-ce que j'ai besoin de tous les garder ou est-ce qu'il faut que je les retourne, d'accord? Ça aussi, ça va amener de la facilité parce que si tu gardes tous tes employés et que tu sais pas faire, ils voient que tu sais pas quoi faire et tu vas ramener du stress supplémentaire. Il est parfois très intéressant en fait de donner une journée de congé aux employés, à l'ensemble des employés et de garder que ceux qui sont les plus essentiels pour gérer l'après. Ensuite de ça, sur l'aspect communication, en fonction de comment est-ce que c'est perçu dans tes cercles concentriques, hein, donc tes employés, on en a parlé, mais tes fournisseurs, ils le voient bien que tu as un problème. Tes clients, ils le voient bien que tu as un problème. Donc là, ensuite de ça, il y a des communications vers les clients, vers les fournisseurs, potentiellement vers d'autres partenaires bancaires, etc., assureurs sur lesquels il va falloir communiquer. Une fois que tu as communiqué, il va falloir quand même que tu maintiennes l'activité à minima. D'accord? Ça, si tu t'es pas préparé, ça va être le trouble. Mais il y a des choses qui fonctionnent. L'important, c'est toujours qu'est-ce qui fonctionne plus versus ce qui fonctionne. Et s'appuyer sur ce qui fonctionne pendant qu'on reconstruit ce qui ne fonctionne plus. Oui, Dominique. Mais ça, c'est encore important de bien se connaître soi-même, là, pour dire, tu parlais du nombril, mais bien se connaître soi-même sur l'activité de l'entreprise, comment on sait que ça marche ou comment on sait que ça marche pas, parce que souvent, quand ça marche, on se pose pas la question, hein. Ça marche tout seul, là. Et c'est là, des fois, on a parlé du problème d'inventaire, mais c'est aussi d'avoir des bonnes métriques pour savoir on est en bonne position ou pas. Et souvent, ça, des fois, c'est manquant dans les entreprises, dans les PME. On n'est pas capable de détecter si l'incident est vraiment fermé ou pas. Et donc, il y a tout un travail je pense, qui est à faire sur ça. On a parlé là dans la partie de... Ok, la fiche réflexe, c'est cool, là, mais tu as parlé d'un propriétaire de la fiche réflexe. C'est qui le propriétaire de la fiche réflexe? Est-ce que ça doit être à tout prix le patron de l'entreprise, le PDG de l'entreprise? Est-ce que ça doit être le RH parce que c'est lui qui va dire ah ouais, rentrez chez vous? Est-ce que c'est le gars de l'IT? Parce que quand c'est un problème IT, c'est le gars de l'IT. Non, en fait, l'histoire, si je reviens sur la carte réflexe, hein, on se place dans la situation, il y a la crise. On sait que c'est une crise, tout le monde est informé par rapport à ça. Cette notion de carte réflexe va te permettre au niveau du DG de savoir ce qu'il a à faire dans la première heure. Au niveau des RH, ce qu'il a à faire dans la première heure. Au niveau des finances, ce qu'il a à faire la première heure. Par exemple, si je prends l'exemple des finances, une des premières choses qu'il doit faire, là, avant même limite d'être dans le tour de table de gestion de crise, c'est d'appeler son institution bancaire et puis de dire, tu me bloques tous les comptes en sortie. Tous les paiements qui partent en sortie, tu me les bloques. D'accord? Tu laisses rentrer l'argent, mais tout ce qui sort, tu le bloques. Donc ça, c'est par exemple des actions. Cette notion de carte réflexe, ça, c'est personnalisé en fait à chacune des directions du tour de table pour savoir c'est quoi mes 2-3 actions que j'ai à faire si l'entreprise se trouve dans un état de cyberattaque, dans ce genre de choses-là. L'idée, ça permet comme ça d'arriver assez rapidement dans le comité de crise et puis de dire, OK, moi, par rapport à ça, je me suis fait un petit état des lieux de qu'est-ce qui fonctionne plus versus qu'est-ce qui fonctionne encore, qu'est-ce que je suis en capacité de faire, c'est quoi les impacts immédiats vis-à-vis de la situation, mes parties prenantes, les mesures que j'ai prises tout de suite par rapport à ça et puis les actions que je vais avoir à faire dans les 3, 6, 12 heures. Donc ça permet justement à chacun des parties prenantes d'être autonome pour pouvoir, à son niveau, pouvoir commencer à faire des choses. Maintenant, si je prends une entreprise, il n'y a pas ce genre de choses-là. Très rapidement, ils vont se poser la question, oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qui c'est qu'il faut que je contacte? Où sont les informations pour contacter? C'est quoi mes priorités? Tu parlais de c'est quoi les processus essentiels? Chaque directeur le savent. C'est une utopie, et ça, je suis désolé de taper sur les normes, mais c'est une utopie de penser que les directeurs de direction ne savent pas comment ça fonctionne leur boutique, là. Il n'y a pas besoin de faire un BIA de 1 an sur une entreprise pour savoir comment ça fonctionne. Le directeur, il le sait. Le N-1, il le sait. Il peut te le sortir comme ça, là. Il n'y a pas besoin de payer un consultant, et je suis désolé pour les consultants qui nous écoutent, payer un consultant hors de prix pour faire un BIA qui, au final, va être tabletté.
Les gens le savent. Donc, il faut se baser sur la ressource humaine qui est là. C'est pour ça que quand il y a une crise, généralement, on envoie chez eux les employés qui n'ont pas d'utilité immédiate. On conserve ceux qui ont une utilité immédiate. Et avec ça, on va regarder, OK, voici la situation. Qu'est-ce qu'on est en capacité de faire quand on n'a pas de plan de continuité? C'est vraiment important ce que tu nous apportes là, et je pense que c'est là où il faut aussi être prêt dans la gestion de crise à faire ces choix-là, de se dire rentrez chez vous parce que vous pouvez pas travailler été, ou on ferme la boutique, on ferme le rideau parce que on travaille à réparer. Et je pense qu'il faut être prêt à avoir ça dans le feu de l'action. En fait, t'as pas le choix. J'entends l'a pas de choix. C'est juste que il faut faire. C'est juste que émotionnellement, intellectuellement, il faut se le faire. Et quand on est dans une situation de stress, de crise, il y a pas de terme. On voit l'image, la poule pas de tête ou taper dans la fourmilière. On voit bien cette image-là. Et quand il y a des crises qui arrivent, c'est exactement ce même sentiment. Donc c'est sûr que si on n'a pas un peu, on met un peu de côté l'émotion, cette émotion-là, et si on n'est pas prêt, forcément. C'est là où il faut apprendre à gérer son émotion. Tu parlais du nombril, là, oui, il faut apprendre à gérer en même temps que de la crise, etc. C'est pour ça l'histoire de la préparation, je reviens sur l'épisode avant si vous l'avez pas vu, la préparation, les histoires d'exercice, ça, le fait de prendre la décision de fermer l'entreprise, là, c'est quelque chose que tu auras réfléchi avant. Parce que tu sais que si tu ne fermes pas l'entreprise, ça va générer des effets de bord, de stress vis-à-vis des employés, de panique, de possiblement communication sur les réseaux sociaux, etc., ce qui va générer une crise dans une crise. Donc maintenant, si tu t'es pas préparé avant, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Effet de sidération, est-ce qu'on libère, est-ce qu'on libère pas, est-ce qu'on libère, est-ce qu'on libère pas, les gens s'aperçoivent que tu sais pas ce que tu vas faire, et là on va générer du trouble. J'ai une question pour toi, tu vois, si on arrive, on s'est mal préparé, on a ce type de décision là, qui tranche ultimement pendant la crise là, à qui vient la responsabilité? Généralement, c'est le DG, c'est la hiérarchie à qui appartient l'organisation, que ce soit ta propre entreprise sur laquelle tu as ton nom qui est sur le fronton de l'entreprise, ou on t'a nommé PDG de la boîte. Je veux dire, il y a un moment ou un autre, il y a un seul capitaine de bateau là, c'est lui qui est payé pour prendre ces trucs. Je vais prendre justement le capitaine, puis là, la question est, le capitaine, des fois, il y a trop d'émotions. C'est ça. Donc là, là, faut gérer le capitaine parfois, et c'est peut causer des conflits de gérer le capitaine. C'est ça. J'allais venir. Excuse-moi, vas-y. Je parlais dire, en fait, ça revenait au point de ça. Si t'es pas prête, si t'as pas déjà défini ça dans le passé, un peu comme on a parlé, comme si, OK, si lui est pas en mesure de répondre, ça serait lui le deuxième. C'est-à-dire que à ce moment-là, si on sait pas ce qui arrive, si le PDG est trop stressé, ça veut dire qu'on n'était pas prête à la situation, right? Si t'es pas prête, il y a personne. C'est un point que j'ai remarqué dans les situations de stress, pis si les gens sont pas préparés, c'est t'as 2 directeurs, t'as 3 directeurs, t'as le PDG, t'as le VP. Puis là, tout le monde est comme, sais-tu quoi faire? Moi, je pense que je ferais ça, moi, je pense que je ferais ça. Puis là, finalement, il y a comme jamais vraiment de décision qui est prise parce que tout le monde est comme, je suis pas sûr que je veux assumer le blâme si la décision est prise. Puis là, tout le monde se lance la patate parce qu'on est déjà en situation de crise, right? Mais c'est ça, donc, prédéfinir ça en avance sur, OK, si le PDG, il est pas là, ou, tu sais, cette journée-là, il est en voyage, il est arrivé une crise de cœur. Ou s'il arrive juste pas à prendre une décision. On entend beaucoup d'histoires où le DG, justement, il veut absolument pas prendre les bonnes décisions parce qu'il est trop émotivement connecté à l'entreprise versus quelqu'un d'autre. Ouais, ça là-dessus, c'est clair qu'il y a différentes politiques. Il va y avoir des PDG qui vont avoir le cran d'être sur la table et puis de dire, OK, on décide ça, etc. Eux, généralement, ils ont un certain recul, un certain... ils ont un certain... Self-control. Voilà, self-control. Il y en a d'autres qui, en effet, vont perdre leur capacité. Et on s'aperçoit bien, et puis c'est intéressant, on a des managers qui sont très très bons en temps de paix, là, mais c'est une catastrophe en temps de crise. Donc là, les exercices permettent justement de connaître comment est-ce que tu te sens. Et il faut avoir la reconnaissance de dire la crise, c'est pas pour moi. Par contre, moi, -1, là, lui, il sait bien faire. Donc, déléguer, en fait, quoi qu'il en soit, la gestion de crise. Et donc là, on va avoir parfois, et puis ça arrive assez régulièrement, le PDG, on va le sortir.
On va le mettre ailleurs, on va le protéger, etc. Et puis on va mettre un N-1 qui va gérer le comité de crise. Il n'empêche qu'à un moment ou un autre, le seul décideur final, c'est celui qui a la responsabilité de l'entreprise. Donc même si on le met d'un côté, il y a un moment ou un autre, on va peut-être lui poser des questions pour qu'il prenne des décisions, parce que légalement, c'est le seul qui peut prendre ce genre de décision. Donc à un moment ou un autre, on va lui mettre les pieds dans l'eau bouillante. D'accord ? Donc, mais ça, c'est hyper important de bien reconnaître ça, là, et puis de protéger. Quand tu as un PDG dont c'est sa boîte, il voit que, et puis je vous parlais de la personne de Bretagne, je crois, là, il arrive dans sa boîte, les serveurs ont été hackés, il rentre dans la salle, c'est le bordel, machin, etc. C'est toi qui as construit ta boîte sur 20 ou 30 ans et que tu t'aperçois qu'en 5 secondes, c'est tout à l'arrêt, là, c'est clair que tu te sens vraiment pas bien. Donc, il y a tout l'aspect émotionnel. C'est pour ça que dans le cadre de la préparation, il faut prévoir ça. Et il est clair qu'un PDG, là, il va falloir le remplacer par son N-1 qui va prendre peut-être un petit peu plus de recul par rapport à ça. Donc, c'est facile à dire, d'accord, à faire, ça peut être différent entre la réalité et puis ça. Et puis on peut avoir, et c'est avec ce que tu discutais une autre fois, Nicolas Loïc, hein, où parfois on est obligé de sortir en fait la personne du tour de table parce qu'en fait elle nuit plus que d'arranger les choses. Donc là aussi, il faut avoir le cran. Donc c'est soit le PDG qui est incapable de faire ça et puis qui va sortir la personne en disant va respirer là, ou alors lui-même, il est le PDG est lui-même dans un état de stress où il peut pas gérer son truc et il faut qu'il y ait quelqu'un dans le tour de table qui dise ok Bob va prendre l'air là, on va se faire une petite pause, etc. Les notions de pause là en gestion de crise, faut pas penser parce qu'on est en crise qu'on doit être sur le feu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est hyper important que chacun prenne le temps de se reposer, connaisse ses limites, prenne un pas de recul en disant hey Tony là, remplace-moi là parce que là j'ai besoin de souffler. C'est hyper important. Sinon c'est clair que l'entreprise elle va mourir. Ça va marquer à vie là. C'est ça va marquer à vie. Et puis même le fait que on prenne des décisions sous le stress, on peut prendre des bonnes décisions comme on peut prendre de mauvaises décisions. Après, il faut vivre avec les mauvaises décisions. Mais n'empêche qu'il faut quand même prendre le temps de prendre ces décisions. Et la précipitation est mauvaise conseillère. Donc c'est pour ça il faut, quand on prépare justement le tour de table, amener cette information en disant hey, vous êtes des humains, vous avez des limitations, là, vous n'êtes pas un ChatGPT ou un Claude, etc. Vous êtes des humains, là. C'est du sang qui coule dans vos veines, hein, c'est des larmes qui coulent de vos yeux, là. Il faut savoir reconnaître qu'il y a un moment, là, il faut lâcher prise. Et ça, c'est hyper difficile pour un dirigeant de lâcher prise, hein, parce qu'il est plus en capacité de lâcher prise et puis de donner ça à un second, parce que c'est sa boîte. Mais il s'avère dans les faits là que quand le PDG prend un pas de recul, laisse à une autre personne, assez souvent là, la boîte est sauvée. Et c'est une super belle transition. Tu parlais justement de vivre avec les décisions pour parler du 3e épisode qui va être le Recover. Oui, la fin, c'est qu'il est le maltraité. Fait que je vous remercie pour le 2e acte et on va passer au 3e acte. À bientôt. Ciao. Ciao.